Mesdames et messieurs, bonjour. Flash Info pour vous donner quelques nouvelles du pays le plus calomnié du monde, le Bélarus. Alors, mon objectif ici, oui, c'est de vous donner quelques infos en fait ce qui se passe réellement dans le pays, les dernières mises à jour, les évolutions, les choses qui nous concernent, on va dire, nous en tant qu'immigrés, expatriés dans le pays, donc tout ce que sont les règles Covid, les règles sur l'immigration, les règles sur l'imposition, la fiscalité. Donc voilà, vous donner quelques mises à jour sur la situation dans le pays, ce qui s'y passe quand on y vit, parce que je me dis que réellement, les infos que vous avez, elles sont partielles et partiellement orientées, partiellement. La dernière dictature d'Europe. Alors vous savez, la difficulté, c'est que c'est vrai que quand on est né en Corse, on est né dans la désinformation. Je veux dire, on a été habitué en Corse à avoir un événement et une description totalement différente dans les médias. Mais c'est rien par rapport à quand on vit en Biélorussie. Je veux dire, ici, le niveau de manipulation des informations qui nous parviennent de l'extérieur, moi ça me rend fou en fait. C'est vraiment quand j'ai commencé à habiter ici que j'ai commencé à ne plus croire du tout dans les médias. Mais je veux dire plus du tout. Si bien qu'avant on m'aurait dit tu penses quoi de la Corée du Nord? Comme tout le monde, hein. Le peu que je connais de la Corée du Nord, c'est ce qu'on m'en a dit dans les médias. Donc je vous aurais dit oh là, la Corée du Nord. Mais maintenant, je vais vous admettre la vérité. La vérité, c'est que la Corée du Nord, j'en sais rien. Je suis jamais allé là-bas, je connais pas de gens sur place. Ce que je sais, c'est ce que quelques médias occidentaux m'ont raconté. Donc autant la Corée du Nord, c'est totalement différent de ce que j'imagine. En fait, je n'en sais rien. Et c'est un peu gênant. On est le week-end à Minsk, franchement, je me la prends cool, vous voyez. Aujourd'hui, voilà, je vais faire vraiment un petit tour des dernières infos sur la Biélorussie, les choses qui peuvent vous intéresser. Si la liberté géographique, vous savez, le fait de pouvoir vivre où vous voulez, y compris en Biélorussie, mais où vous voulez, ça vous intéresse, à ce moment-là, je vous attends dans mes contacts privés. Inscrivez-vous à mes contacts privés en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, évidemment, c'est l'occasion également de le faire. Alors, pêle-mêle, en 2022, quoi de neuf au Bélarus? Alors, je pense que la première chose, celle qui a intéressé les gens les années précédentes, c'est au niveau de la stabilité du pays. Le pays a clairement retrouvé sa stabilité, on va dire, d'avant 2020, d'avant qu'il y ait certaines positions qui soient prises par rapport au Covid aussi. Oups, j'ai dit le mot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des événements qui font date. Le Bélarus est le premier pays à avoir résisté à une révolution colorée. Là où sont tombés avant bien des pays anciennes républiques soviétiques comme la Géorgie, comme le Kyrgyzstan, comme évidemment l'Ukraine, mais après des pays du Moyen-Orient aussi, je pense à la Libye, à l'Irak, à la Syrie, à l'Afghanistan, la liste est longue, l'Égypte évidemment, l'Égypte. Bien, on a maintenant un précédent du Bélarus qui a résisté à cette méthode-là, et puis on a l'écho direct maintenant avec les derniers événements au Kazakhstan, où en plus on a vu l'efficacité d'intervention du CSTO. CSTO, c'est Collective Security Treaty Organization. Donc c'est ce comité de sécurité entre les anciennes républiques soviétiques et la Russie, donc visant à préserver l'intégrité de chacun de ces pays-là, des pays qui font partie de cette organisation vis-à-vis d'agressions, de déstabilisation extérieure. Et l'intervention récente au Kazakhstan, où des soldats biélorusses ont participé, a montré toute l'efficacité de cette organisation. Je pense qu'à l'avenir, on aura affaire à d'autres méthodes de déstabilisation, mais peut-être que celle-ci, les gens qui l'ont mise en œuvre jusqu'à présent en trouvent à présent les limites, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous évite un Maïdan. Je ne sais pas si les gens prennent conscience, on a eu en Europe des faits relatés concernant ce qui s'est passé en Ukraine. Pour avoir été dans les parages, Maïdan, c'est pas juste les gentils qui combattent la méchante dictature et les méchants russes. C'est aussi des civils qui sont brûlés sur la place publique, par exemple. Et bien d'autres actes absolument abominables qui sont gardés sous silence. Donc je vais pas trop rentrer là-dedans, parce que vous savez, il y a une version officielle, il faut pas trop la contrarier. Mais voilà, quand on a des révolutions comme ça, c'est pas tout beau, c'est pas tout vert. Regardez par exemple l'état de la Libye aujourd'hui, pour ceux qui s'y intéressent. Regardez l'état de la Syrie, regardez l'état de l'Irak, ou évidemment de l'Afghanistan. Souvent, plus jeune, je me disais, on est allé là-bas, nous les Occidentaux, on est allé là-bas et on a rétabli la démocratie. Adulte, avec du recul et plus de connaissances, je me rends compte que quand un Américain il vous parle de démocratie, il y a risque d'avoir quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de morts au passage, et un pays en vrac à l'issue.
Avec cette stabilité retrouvée, donc, on revient à des considérations plus terre-à-terre. Par exemple, en 2022, on a une augmentation des taxes sur la propriété en Biélorussie, la propriété détenue pour ses propriétaires. C'est pas énorme, c'est de toutes petites augmentations de l'ordre de quelques euros par mois, mais ça vaut le coup d'être mentionné. On a également une légère régression des taux, des rendements sur les placements bancaires. J'en ai parfois parlé, des gens m'ont dit « Waouh, 18%, bon c'est plus le cas. On n'est plus à 18%, on est à 17,8, 17,9, c'est pas grand chose, mais on est à 18,2. Donc on a effectivement une régression sur les taux de rendement des placements bancaires, et je pense que c'est bon de le noter. Concernant le fait de venir en Biélorussie, de rentrer en Biélorussie, on a aussi quelques évolutions. Alors la première, peut-être la plus notable, c'est que la quarantaine a été levée. C'est-à-dire qu'il y a un an en arrière, on avait 10 jours de quarantaine à l'arrivée sur le territoire si on n'était pas résident, si on n'était pas vacciné. Aujourd'hui, il n'y a plus de quarantaine. Elle avait été réduite à 7 jours et puis totalement supprimée depuis la fin décembre dernière. Je ne l'ai pas dit, aujourd'hui je le dis, voilà, il n'y a plus de quarantaine. Les gens qui arrivent, y compris sans visa, un test PCR suffit et vous êtes immédiatement libre de vaquer à vos occupations, vivre normalement. Pas mal m'ont posé la question du franchissement des frontières terrestres sans visa, quand on n'est que touriste et donc on bénéficie pour les 30 jours, vous savez, du régime visa-free. Alors, je sais qu'il y a eu des précédents, certains m'ont dit « Oui, mais moi je connais quelqu'un, il est rentré par avion, puis il est ressorti par la voie terrestre. » Oui, c'est vrai, moi j'ai des amis qui ont fait ça, j'ai un ami qui a fait ça. Mais pour avoir le fin mot de l'histoire, j'ai contacté le comité des gardes-frontières, qui est une organisation officielle en Biélorussie. On peut se rendre sur place et leur poser des questions, et ils répondent, et on est mieux renseigné. En fait, effectivement, quand il y a eu la fermeture de l'espace aérien, on a autorisé, dans certains cas, les gens qui étaient rentrés par avion à ressortir par la voie terrestre, même s'ils n'avaient pas de visa. Mais ce sont des exceptions. Certains se sont imaginés que, comme on n'a plus de liaison directe avec la France, on peut venir en voiture et on bénéficie du régime sans visa si on franchit la frontière terrestre. Et je vous assure, je vous confirme, ce n'est pas le cas. Si vous voulez franchir la frontière terrestre, il vous faut un visa, il vous faut un statut de résident. Mais si vous arrivez en tant que touriste sans visa, vous ne pouvez pas rentrer par la frontière terrestre, vous ne pouvez pas sortir non plus. Ça se fait par avion. Par avion, on n'a pas vraiment de nouvelles. Je vais faire une vidéo qui va suivre celle-ci. Je vais la tourner d'ailleurs aujourd'hui, mais je voulais vraiment aborder à part le cas de la fermeture de l'espace aérien pour Belavia et l'impossibilité pour les compagnies européennes de voler en Biélorussie. Je vais faire une vidéo vraiment là-dessus, strictement là-dessus, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire et c'est plutôt intéressant. Donc, pour venir en avion, je rembobine, il vous faut toujours venir au plus simple, par la Turquie, donc connexion par Istanbul, par Moscou, en sachant qu'il vous faut un visa de transit russe dans ce cas-là, par Dubaï, j'ai l'impression, mais ça fait quand même un peu loin. Par la Géorgie aussi, mais ça fait un petit peu loin. J'ai le sentiment, si vous n'êtes pas résident, si vous n'avez pas de visa, le plus simple, ça reste la Turquie, ça reste par Istanbul. Pour les avancées législatives propres au pays. Je me doute, d'ailleurs si vous avez des sources d'informations francophones, anglophones sur le Bélarus, je suis intéressé de savoir lesquelles vous avez, auxquelles vous avez accès depuis l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que, mis à part un ou deux youtubeurs biélorusses, anglophones, et souvent pas très favorables à leur pays, bon, après, le traître à la patrie, je veux dire, c'est pas en France que ça manque, c'est pas des Français que ça devrait choquer, mais sachez qu'il y en a partout dans le monde, voilà, ne soyez pas étonnés. J'essaye de vous donner des infos qui ne sont pas orientées d'une manière ou d'une autre. Par exemple, au mois de février, le 27 février exactement, il y aura un référendum pour entériner ou pas la nouvelle constitution du Bélarus. Cette nouvelle constitution s'inscrit dans l'avancée, la signature de différents traités pour la constitution de l'État d'Union. L'État d'Union, on n'en a pas beaucoup parlé, j'en ai parlé dans certains lives avec mon ami Kublai, que je salue au passage, mais c'est vrai que moi, cette chaîne, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que c'est des sujets politiques, après tout. Mais pour les gens qui ne sont pas au courant, et pour vous synthétiser la chose, à l'avenir, alors c'est quelque chose qui a commencé il y a fort longtemps de ça, de la fin des années 90, mais qui n'a jamais été réellement, totalement entériné, mis en pratique. Donc la création de cet État d'Union, Biélorussie, Russie, on ne parle pas des autres anciennes républiques soviétiques, simplement la Fédération de Russie et le Bélarus, de façon à avoir une intégration économique, une intégration militaire, une intégration financière, une intégration commerciale, plus aboutie, plus avancée. Cette nouvelle constitution biélorusse, si elle est votée, va dans le sens de cette intégration. Alors quand je parle d'intégration, je parle d'intégration des deux pays à l'État d'Union.
J'ai bien lu ce que racontaient les médias occidentaux là-dessus, que c'est une annexion, ils appellent une annexion douce de la Biélorussie par la Russie. Mais c'est pas du tout le cas. Hein. Le Bélarus est pour cette intégration. Et on ne parle pas d'annexion, c'est comme si on disait que le jour où la Belgique est rentrée dans l'Union européenne, elle a été annexée par la France. C'est pas le cas. Ce sont deux pays qui font partie de la même organisation qui les chapeaute. Bien, ça serait quelque chose un petit peu du même style, même si c'est beaucoup moins avancé, puisqu'on n'a pas de monnaie commune, par exemple. Mais c'est quand même un sujet qui est sur la table, et il le prévoit pour les années à venir. Je me souviens plus quelle date, mais pour l'instant, c'est pas sur la table, mais il n'exclut pas le jour où ils auront une monnaie commune. Pour des gens comme moi, et peut-être pour des gens comme vous, si vous vivez en Biélorussie ou si vous voulez vivre en Biélorussie, ça a une autre implication. C'est que il prévoit, alors c'est toujours en discussion, hein, mais il prévoit une libre circulation éventuelle des résidents, c'est-à-dire que des résidents temporaires, les résidents permanents russes et biélorusses, pourraient circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union des deux États. À ma connaissance, à ce jour, Moscou y est absolument favorable. Minsk émet plus de doutes. Effectivement, il y a beaucoup plus d'étrangers résidant sur le sol russe, susceptibles de se balader n'importe où, que l'inverse. D'ailleurs, moi, à choisir, je pense que je préfère rester comme aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des visas pour aller en Russie, plutôt que d'avoir une libre circulation totale. Mais ça, je pense qu'il faut avoir vécu à Moscou, Saint-Pétersbourg pour s'en rendre compte. Ça risque de pas trop vous parler, mais pour ma part, oui, ça me parle. Et la situation actuelle, elle me convient. Les Biélorusses peuvent aller en Russie tant qu'ils veulent, c'est-à-dire les citoyens. Les citoyens russes peuvent venir en Biélorussie tant qu'ils veulent. Théoriquement, ils ont 3 mois par an, mais bon, voilà, ils peuvent rentrer, sortir et recommencer, c'est pas très compliqué. Pour les résidents, il nous faut un visa pour franchir la frontière, pour habiter dans l'autre pays, pour passer du temps dans l'autre pays, que l'on soit résident russe ou biélorusse. Et ça me paraît logique et cohérent aujourd'hui. Pour ce qui est de l'immobilier, alors j'avais fait une petite parenthèse là-dessus sur une vidéo précédente, elle était pareille, elle était un peu foutoir, celle-là elle est un peu foutoir aussi, mais c'est parce que je vais pas faire une vidéo sur chacun de ces thèmes-là, c'est des petits thèmes. Donc pour ce qui est propre à l'immobilier, à Minsk là surtout, effectivement, je constate, ça se confirme, une petite baisse des prix de vente des biens dans l'hypercentre. Ça ne veut pas dire que tout l'immobilier à Minsk est concerné, mais ce sont les biens qui sont destinés à la location courte durée. Et évidemment, les loueurs de courte durée, ils ont souffert. Ils ont souffert par la fermeture des frontières, ils ont souffert par la fermeture de l'espace aérien. Évidemment, toutes les restrictions liées au Covid, on a beaucoup moins de tourisme dans le monde entier qu'avant. Donc la location de courte durée, elle a du plomb dans l'aile. Et il y en a certains avec le nouveau variant, avec le fait que l'espace aérien ne soit pas réouvert, qui sans doute se sont fatigués et ont dit je vends et je suis prêt à baisser mon prix. Beaucoup de gens en Biélorussie agissent comme certaines personnes en France, c'est-à-dire que leur appartement, il n'est pas particulièrement à vendre. Mais ils se disent, ok, si quelqu'un me donne ce prix-là, je le vendrai. Mais c'est sûr que c'est pas à ce prix-là que réellement on fait de bonnes affaires, et loin de là. Donc c'est quand les gens ont réellement décidé de vendre qu'ils s'alignent sur les valeurs marché. Et aujourd'hui, j'ai vu plus de gens s'aligner sur les valeurs marché dans le centre historique de Minsk. Pour ce qui est également de l'immobilier d'investissement, éventuellement pour y vivre aussi, les programmes neufs restent super intéressants. Ils sont pas dans l'hypercentre, mais ils restent super intéressants. J'ai à l'esprit le quartier qui est toujours celui de Mayak Minska, donc c'est la région aux alentours de Danamol, de la Librairie nationale. Les gens qui ont acheté sur plan à l'époque, aujourd'hui, ils sont en plus-value à 2,5 fois le prix qu'ils ont payé à l'époque. Donc, je dis pas que tout ce qui se construit aujourd'hui sera vendu 2,5 fois le prix dans les années à venir, mais je dis qu'on a quand même des précédents intéressants si on s'intéresse évidemment à l'immobilier d'investissement, au rendement et aux plus-values à terme. Et bien sûr, le sujet que vous attendiez tous, la sempiternelle pandémie. Alors, la pandémie en Biélorussie, pas grand-chose de neuf. Les masques sont toujours pas obligatoires, ils seront sans doute jamais d'ailleurs. La vaccination, elle est toujours pas obligatoire, elle le sera sans doute jamais d'ailleurs. Néanmoins, on a quand même du nouveau, donc sur le variant Omicron, il semblerait qu'ici, comme ailleurs, il contamine toujours pas mal, même si on n'est pas très haut, on est à 1000 et quelques contaminations par jour, mais ça vaut le coup d'être quand même dit, je pense. Par contre, les taux de mortalité sont en baisse, donc comme ailleurs. Le vaccin biélorusse, Belvax, il rentre en phase de production active, ça veut dire qu'il sera dispo sur le marché, j'imagine, dans les semaines, les mois à venir. Aujourd'hui, pour la vaccination des jeunes, le gouvernement a préféré le vaccin chinois, qui est un vaccin, on va dire, plus traditionnel,
C'est pas un ARN messager ou des choses comme ça. Ils le considèrent plus sûr parce que plus proche de la vieille technologie, donc sur laquelle on a plus de recul, disent-ils. Attention, c'est pas mon avis. Moi, je me garde bien d'avoir des avis là-dessus parce que j'ai pas envie de faire censurer ma chaîne. Vous savez comment ça se passe. Avant que je termine, je vais vous faire participer un petit peu. C'est la première fois que je fais ce flash info Biélorussie, les dernières infos, les news, qu'est-ce qui se passe sur place. Si ça vous barbe, eh bien faites-le moi savoir en commentaire, mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir également en commentaire. Et comme ça, je le saurai pour la suite et je ferai ça plus souvent. Peut-être un bulletin par mois, ça peut être intéressant si ça intéresse des gens. Et évidemment, bien dans ce cas-là, abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous ne raterez pas les suivants. Pour terminer, je vais vous parler de l'inflation, un sujet dont on parle beaucoup dans le monde entier aujourd'hui. En 2021, on a une inflation qui avoisine les 9% au Bélarus. Alors vous allez me dire, 9% c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. Après, quels sont les chiffres ailleurs? On est officiellement dans les 4, 5, 6. En réalité, est-ce qu'on n'est pas plus haut? Moi, je pense qu'on est plus haut. Quand je regarde les indicateurs français, ils ne sont pas très fiables. On a un panier moyen qui ne prend pas en compte, par exemple, l'immobilier ou le prix de l'essence. Donc, il est possible qu'ailleurs, on ait également des taux d'inflation qui soient plus élevés que ce qu'on veut nous présenter. Par contre, une chose est certaine, en France, notre livret A, il est à 0,5. Il est très loin de couvrir l'inflation. En Biélorussie, on place, je le disais, proche des 18%. Donc même si on a une inflation de 9%, on est quand même en positif de 9%. Donc de ce fait, une inflation importante, oui, mais pas catastrophique pour la personne qui sait la gérer, sait investir. En fait, c'est toujours pareil. Dans un contexte d'inflation, tout va bien si vous êtes investi dans des actifs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient boursiers, qu'ils soient immobiliers, des actifs qui vont suivre la hausse des prix. Si vous restez en liquide, c'est pas très intéressant pour vous. Mais bon, on peut rester en liquide, avec du liquide placé à la banque, et là on voit qu'on fait plus que couvrir l'inflation, on fait quand même du 9% par an. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez-y un pouce vers le haut, faites-le moi savoir dans les commentaires, je ferai ce genre de choses plus souvent, et restez tuned, en français, en anglais, je sais plus, parce que voilà, j'ai quelques vidéos qui vont suivre, j'ai été un petit peu fainéant, un petit peu trop occupé aussi principalement, la semaine dernière pour sortir une vidéo, donc je vais compenser cette semaine, je vais vous en faire 2, 3, 4, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, j'enfile. À bientôt, ciao.